Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On est ensemble pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Christian de Villeneuve. Bonjour. Bonjour. Journaliste, éditorialiste. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Bonjour. Fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Alexis Poulain, journaliste, directeur de publication du Monde Moderne. Bonjour à vous. Et puis Bonjour. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Et bonne fête à Sophie, puisque c'est la sainte Sophie aujourd'hui. Donc oui, bonne fête à merci Valérie. à toutes les Sophies, voilà. Eh bien, écoutez, pas mal de sujets dans l'actualité. La crise sanitaire, est-ce que vous craignez pour votre pouvoir d'achat? Gérald Darmanin, maire et ministre, faut-il choisir? Et puis on reviendra sur ses propos hier. Et puis municipal, un risque d'abstention assez important. On reviendra également sur les propos de Camélia Jordana. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle a déclaré chez Laurent Ruquier? Des milliers de Français ne se sentent pas en sécurité face à la police. Ça a beaucoup fait réagir et ça continue de vous faire réagir. Commençons par un petit tour de table et de ce qui a retenu votre attention. Je peux commencer avec Jean-Loup Dabadi pour redire ce que j'ai déjà dit, qu'on ne lui a peut-être pas assez rendu hommage, même du temps de son vivant. C'est l'un de nos auteurs peut-être les plus talentueux entre les chansons, les films. On l'a peut-être pas assez dit. Donc voilà, moi je voulais lui rendre hommage. En plus, c'est un homme absolument charmant. J'avais eu la chance de pouvoir le recevoir. Je ne sais pas si vous le connaissiez les uns les autres. En tout cas, on a tous apprécié les films d'Yves Robert, les sketchs de Guy Bedos, les chansons de Julien Clerc, de Reggiani. Il avait un palmarès, absolument incroyable, éblouissant. Vraiment, hein. Moi, j'ai redécouvert grâce à cet hommage parce que on connaissait tout, mais on mettait pas tout sous la houlette de cet homme extraordinaire. Mais je crois que il était modeste et sympathique. C'est peut-être aussi pour Absolument. ça qu'on en parlait moins. Très modeste, complètement. Il avait une joie de vivre communicative, comme on dit. Oui, il était très en forme, donc c'est grande tristesse, voilà. Commençons peut-être le tour de table avec vous. Non, on va pas commencer avec Christian parce que je pense que ça va faire polémique. Commençons, Michel, une petite auto-promo. Michel Taube. On vous entend pas, Michel, on a un souci. Alexis Poulain. Alors là, vous m'entendez, je pense. Michel, on vous entend, Oui. absolument. Toutes mes excuses, j'avais Non. coupé le micro. Allez-y. Non, c'est pas une autopromo, ça, c'est surtout pour parler de Hong Kong et de la Chine, parce que pendant que les médias ne parlent que de la crise du coronavirus, il se passe plein d'autres choses dans le monde, en France et dans le monde, et notamment en Chine, l'Assemblée générale du Parti communiste a commencé à se réunir à Pékin et a décidé de proposer, ce qui est vraiment très, très, très important, une nouvelle loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Et en fait, ce que les autorités chinoises n'avaient pas réussi à faire pendant des années, rappelez-vous toutes les manifestations de jeunes hongkongais pour leur liberté, tout simplement. Là, le Parti communiste chinois est en train de l'obtenir et il y a eu hier des manifestations de nouveau de centaines de jeunes hongkongais dans un des quartiers les plus commerçants de Hong Kong pour dire non à ce projet de Pékin qui consistera tout simplement à très très rapidement revenir sur l'autonomie administrative de Hong Kong et de pouvoir arrêter toute personne qui exprimerait librement son opinion. Donc c'est vraiment très grave. Hong Kong vit des heures absolument décisives. On parle d'une guerre froide entre les États-Unis et la Chine. En fait, ça va bien au-delà. Ce sont aussi nos libertés qui sont en jeu là-bas. Et donc, je voulais absolument le dire et soutenir nos amis de Hong Kong. Bon, c'est tout à fait juste, Michel. Oui. J'aurais pu d'ailleurs presque, si vous permettez Valérie, compléter Sophie. Par un peu aussi un coup de gueule qui va dans le même sens, c'est-à-dire qu'on parle de franco-français ou voilà, mais le Monde en particulier a attaqué très violemment le Brésil pour sa gestion du coronavirus et j'ai eu connaissance d'une lettre d'un grand patron au Brésil et qui protestait contre ces traitements parce que on accuse en particulier le Brésil de ne pas faire de confinement. Imaginez un confinement dans les favelas. Je veux dire, c'est juste impossible. Et c'est vrai que je ne défends pas du tout le président du Brésil, mais les attaques qu'on a contre lui sont infondées. Là, en l'occurrence, il a dit que mourir de faim et mourir de misère, c'était presque pire. Il est obligé de préserver l'économie plus que nous. D'ailleurs, nous, on en parlera certainement dans 1, 2, 3 ans.
Je pense qu'on a on a tué notre économie, on a arrêté l'économie mondiale d'ailleurs, mais en particulier française, à un point qui va être plus douloureux pour beaucoup que l'épidémie elle-même. Et donc, le Brésil, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent. Lui a réduit effectivement la dette de l'État, etc. Et je crois qu'on est assez injuste et que c'est trop facile. Et on assiste à ça en ce moment. Les gens qui n'y connaissent rien, commentent indéfiniment. Donc voilà, juste pour mettre les choses. Il y a certainement une simplification effectivement sur le Brésil. Moi, j'ai un ami qui vit au Brésil et qui est absolument sidéré de la manière dont la France traite l'actualité brésilienne. Donc ça corrobore un petit peu ce que vous dites. Le président de la République avait donné le ton. Rappelez-vous le G7 à Biarritz, où il s'en était pris très 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 violemment au président brésilien sur les incendies dans la Amazonie, et en contrevenant complètement aux usages diplomatiques, alors qu'en fait la situation est malheureusement beaucoup plus complexe là-bas et tout ne dépend pas que d'un homme, même si je ne souhaiterais pas avoir un Bolsonaro comme président de mon pays, mais enfin, il y a beaucoup de caricatures, je suis d'accord. Alexis Poulain. Moi, c'est écoute, une question sur ce déconfinement, en fait, sur la Ligue de football en France qui ne reprendra pas avant août au plus tôt, alors qu'elle reprend dans tous les autres pays européens. Et Jean-Michel Aulas a poussé ce coup de gueule également, ne comprenant pas pourquoi, alors qu'on a les moyens d'organiser comme les autres une reprise en amont. C'est quand même assez grave pour la santé des clubs. Parce que ça va être compliqué ce manque à gagner, mais même pour l'entraînement des joueurs, la façon dont on va faire le foot en France. Alors ça peut paraître futile, mais je pense que c'est important aussi de reprendre. Je pense que ça manque à beaucoup les matchs et là encore pas d'explication ou des explications alambiquées pour ne pas reprendre là où tous nos voisins européens reprennent, y compris l'Espagne. Où pourtant l'épidémie a été féroce comme en France. C'est possible de commenter. Oui, Michel Taube et Christian de Villeneuve sur ce... Oui. C'est pas une anecdote, c'est terriblement représentatif et significatif de la façon dont depuis 2 mois, le confinement puis le déconfinement est géré, administré et décidé de façon unilatérale par les pouvoirs publics. Le foot, c'est le sport national, c'est le sport universel, ça concerne tout le monde. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas pu reprendre les matchs, ne serait-ce qu'en mettant 5 000 spectateurs dans des stades de 40 000 et de les diffuser à la télévision, ce qui aurait relancé l'économie du foot d'une part et permis à tous les jeunes de regarder leurs matchs et leurs équipes préférées. Donc je ne comprends pas cette méthode extrêmement radicale en fait de gestion de la crise, et comme vous le disiez, les autres pays donnent un contre-exemple. Christian Villeneuve. Oui, enfin, je ne pense pas que ce soit les pouvoirs publics qui ont décidé l'arrêt des matchs de football. Je pense que c'est le président de la fédération. Et je crois que dans les milieux du football, il règne un grand désordre, des rivalités invraisemblables. Et c'est vrai que le football français semble un peu en péril actuellement. Je voudrais dire quand même aussi, c'est que du sport sans spectateurs, des matchs de foot sans spectateurs, c'est quand même pas très rigolo à regarder. C'est la vraie question. Alors, c'est vrai que ni dans les bars, on ne peut pas se réunir en tant que supporter dans des lieux de convivialité, ni dans les stades. Donc, c'est pas forcément le foot qu'on connaît. Mais néanmoins, ça permettrait aux équipes au moins de garder une activité et puis d'avoir quand même quelque chose où les autres équipes vont reprendre le... Et probablement de leur assurer une santé économique qu'ils n'ont plus du tout, parce qu'un certain nombre de clubs sont en péril aujourd'hui, en péril financier. Oui, enfin, je vais vous dire, je vous plains, messieurs, pour le foot, mais le monde de la culture, c'est terrible. Le monde de la culture, c'est épouvantable. Et d'ailleurs, je trouve que ça a été très mal fait. Alors, je ne vais pas... Vous parliez de mauvaise gestion, entre guillemets. Je ne dirais pas ça. Je dirais qu'ils font ce qu'ils peuvent certainement à leur âme et conscience, mais l'absence de bon sens. L'absence de bon sens. Et puis, on est tous un peu coupables. Exemple, le monde de la culture. Alors, on a décidé de les payer sans rien faire jusqu'en 2022.
On a décidé. C'est pas sans rien faire. Enfin, il y a des. Non, attendez. Vous n'êtes pas caricaturale, vous non plus, Sophie. Oui, alors, je ne suis pas caricaturale, mais il se trouve que ce sont quand même les acteurs et les directeurs de théâtre qui ont souvent refusé ce qu'on proposait, parce que, non, on ne veut pas avoir des spectateurs. Je m'occupe de ça en particulier. On ne veut pas avoir des spectateurs dans la salle au théâtre qui aient des masques parce que ça empêche la convivialité. On a déjà les intermittents du spectacle, quand même, les plus subventionnés et les plus aidés au monde. C'est un fait, soit, c'est un choix. Mais là, il y a des possibilités aussi de reprendre doucement, de bon sens, de bonne volonté, et on va assister à quelque chose d'épouvantable. Mais typiquement, on ouvre le Puy du Fou, et à côté de ça, on ne va pas faire de spectacle en plein air. Enfin, vraiment, n'importe quoi. Alors, on va en reparler, j'imagine, mais le confinement, c'était l'objet de mon édito ce matin sur Sud Radio, justement, c'est de l'absurde. On est dans l'absurde le plus total. On ne comprend pas ces mesures, et sur le secteur de la culture, évidemment que ça gueule, parce que pourquoi il y aurait une dérogation? Parce que c'est le fait du prince, en fait, parce que Philippe de Villiers est ami du président, donc il a le droit d'ouvrir le Puy du Fou avant tout le monde, et il n'y aura pas de festival en plein air. Ça n'a aucun sens. C'est incompréhensible. Je vois même Aix-en-Provence sur ça. C'est incompréhensible. Oui, tout à fait. Enfin, moi, je crois qu'il y a eu une grosse bagarre entre le président Macron et Édouard Philippe sur l'ouverture ou non du Puy du Fou. Et on a le sentiment, effectivement, que les copains restent des coquins. Oui, absolument. Alors bon, c'est... oui. Il y a deux... Pardon. Oui. Non, j'y vois plutôt un désarroi, j'y vois plutôt presque, j'allais dire, une absence de concertation, de bon sens. Enfin, moi, c'est le bon sens qui me sidère. Quand je vois l'esplanade des Invalides avec 400 mômes, d'ailleurs, ils ont moins de 25 ans, ils ne risquent pas grand-chose, ils sont les uns à côté des autres. Les policiers ont essayé de les faire dégager une ou deux fois, mais pas tellement. J'ai moi-même été pique-niquée l'esplanade des Invalides. Et les jardins sont fermés. Je veux dire que l'absence de cohérence est dramatique. Et j'y vois pas, moi... forcément, je crois que d'abord le président de la République il téléphone à tout le monde là. Oui, c'est un peu étrange. C'est possible. Là, il est en train de se refaire une santé, on ne comprend pas très bien où. Et donc, voilà, c'est le Puy du Fou. Je suis très contente, je suis vendéenne. Mais c'est n'importe quoi par rapport au reste. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre ça. Christian de Villeneuve, votre coup de gueule, ras-le-bol. Oui, moi j'en ai un peu ras-le-bol de ces polémiques incessantes entre médecins et chercheurs. J'ai l'impression d'être un peu otage de leur divergence, et je n'ai aucune envie d'être, disons, l'arbitre de leur divergence. Je ne suis pas scientifique, je ne veux pas juger. Et je ne sais pas juger. Alors, je dirais, moi, prenons le temps d'analyser, de constater. La seule chose qui m'intéresse, moi, ce sont les résultats. Et à ce titre, je trouve que le Raoult bashing de ces derniers temps est excessif. Oui, alors, moi, je suis totalement d'accord avec ce coup de gueule, mais je vais jusqu'au bout. Je ne parle même pas de Raoult bashing. Je dis que c'est n'importe quoi. Tout le monde a une opinion. D'ailleurs, c'est devenu politique, c'est-à-dire que ceux qui sont contre Raoult, sont anti-Macron. C'est n'importe quoi. On discute même les études qui sont faites. On ne sait pas si l'étude a été faite les 4 premiers jours de la maladie sur l'ANSET, comme on le prétend, ou à la fin. Et il paraît qu'il y en aurait 20% à la fin. Les troubles cardiaques sont quand même constatés. C'est insupportable et c'est devenu un événement politique. Mais c'est pire que ça. C'est insupportable. Je trouve qu'il y avait une confiance dans la science. C'était un des derniers trucs dans lesquels on pouvait avoir confiance, alors qu'on n'avait plus confiance en la politique, ni dans les médias, etc. Et même cette confiance dans la science est en train d'être érodée. Donc, on rentre vraiment dans un siècle de croyance. C'est Malraux qui en parlait. Le 21e siècle sera religieux, sera pas. On est dans de la foi plus qu'autre chose. Oui, mais où est la science? Parce que, justement, on découvre que derrière la science, c'est des hommes, des femmes, avec des groupes d'intérêt, avec des enjeux de pouvoir, avec aussi des croyances personnelles, avec plein de choses. Et on se rend compte que la science, c'est pas une vérité inaccessible. Enfin, il y a aussi des luttes de pouvoir. Il y a plein de choses qui font que c'est humain comme le reste. La science est quelque chose de relativement scientifique. Voilà, je voulais pas dire relativement. Le mot, mais relativement. Donc, la médecine. Pardon. Oui, allez-y, Michel.
la médecine n'est peut-être pas une science comme les autres. Plus que les autres, c'est la science de l'humain, de l'homme, et donc elle peut pas être totalement exacte. Mais là, c'est un virus. Pardon, on parle de médicaments. On va marquer une pause. On est obligé de s'arrêter. On va continuer ce débat et puis on parlera évidemment de la polémique autour de Camélia Jordana. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi pour commenter l'actualité, les municipales, entre autres Gérald Darmanin, maire et ministre, et puis Camélia Jordana, donc qui accuse la police de massacrer les gens qui vont travailler le matin, qui sont des gens d'origine étrangère. Alors, juste continuons un petit peu sur le débat autour de la science. C'est vrai que c'est très très compliqué et que ce débat autour de la chloroquine a pris des proportions absolument insensées. Je sais pas. Oui. Ça montre non, une Alexis, chose, en fait, Alexis, par rapport à ça, c'est qu'on est donc il y a rien d'exact effectivement. Ça montre l'état en fait de la recherche. Il y avait eu des recherches sur H1N1 qui ont été stoppées. On se rend compte qu'on a fait des avancées, des progrès phénoménaux lors des dernières décennies, que ce soit en chirurgie, en médecine, les médicaments comme la pénicilline, les vaccins avec Pasteur, etc. Et puis, face à un virus, la recherche, elle est quand même inopérante. C'est compliqué de trouver des solutions. On ne trouve pas des solutions à tout. La nature reste encore maîtresse de nos destinées et c'est pas l'homme qui est supérieur à l'animal ou à la nature. On est encore une petite chose sur cette planète malgré les efforts qu'on déploie pour s'en extraire. Donc, c'est le premier truc qui est donné. Et après, par contre, effectivement, c'est cette guerre de mandarins qui nous échappe, où on a des grands labos qui sont là parce qu'ils font valoir des intérêts. Là, c'est plus de la science. On est dans de l'économie, du marketing ou de la politique, effectivement. Et il faut faire la part des choses. Et je crois que la montée médiatique des médecins, que ce soit Raoult ou Karine Lacombe ou les autres, dessert davantage leur cause qu'elle les sert. Je crois que c'est vraiment Alors, c'est vrai, Alexis, mais il y a quelque chose à ajouter qui vous plaira d'ailleurs peut-être, mais et qui m'ennuie parce que c'est à la fois vrai et faux, c'est la financiarisation de tout ça. C'est-à-dire qu'on reproche indéfiniment au labo de vouloir se faire du fric. Point final, on a ajouté qu'on ne voulait pas de la chloroquine, soi-disant, parce que c'est pas cher du tout, et qu'il fallait garder d'autres traitements qui étaient beaucoup plus chers. Donc, on dit n'importe quoi. On attaque injustement, très souvent, les labos, et ça coûte très cher de trouver des médicaments. Mais en revanche, moi, j'ai appris un truc qui m'a stupéfait. On m'a dit, de toute façon, il n'y aura pas de vaccin. Pourquoi il n'y aura pas de vaccin ? Parce qu'un vaccin, ça rapporte rien. Ça coûte une fortune à trouver. Tout le monde s'y met dans le monde. On trouve un vaccin, on vaccine, ça dure pas longtemps. Il faut le changer. Et c'est quelque chose où on perd de l'argent. Et on a beaucoup plus intérêt à trouver les remèdes. Je dis ça, je n'affirme pas, mais ça m'a beaucoup intéressé. C'était de source tout à fait intéressante que j'avais cet élément. Mais là, et on disait que c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'avait pas trouvé de vaccin, soi-disant, contre le sida, qu'on a trouvé des traitements. Et que Sophie, on est oui, peut-être, mais on est dans oui. Je pense qu'il y a des gens qui cherchent un vaccin contre le sida, il y a des gens qui cherchent et que... Oui, mais on est dans le la recherche, ça prend beaucoup de temps. Oui. Mais là, on est à la limite du complotisme encore dans ce que vous dites, c'est-à-dire ça rapporte pas, donc on soigne pas les gens, quoi. Non, le complotisme. Ils réfléchissent les labos et ils se disent qu'est-ce qu'on fait ? Ça prend un temps fou, une énergie folle, etc. Pendant ce temps-là, on cherche pas autre chose. Non, c'est pas du tout du complotisme. Mais c'est compliqué le rapport de l'argent à ça. Moi, j'étais en train de... avant la pub, j'étais en train de dire surtout que s'il y a de tels problèmes également avec les médecins, c'est aussi parce que les politiques ont largement démissionné. Lorsque le président de la République prend des décisions et se cache derrière des décisions politiques et se cache derrière son conseil scientifique pour les justifier, je pense que c'est lui qui crée les problèmes et qui donne trop de pouvoir aux experts. Le problème se pose également dans la justice, où très souvent les experts imposent quasiment aux juges leurs préconisations, alors que les décisions que les juges doivent prendre ne sont pas que de l'ordre de l'expertise. Donc c'est aussi, lorsque le Premier ministre a tenu une conférence de presse en avril, en présence de Karine Lacombe, à qui il a donné la parole pour expliquer la situation. Je me suis dit, mais c'est une démission du politique. Le politique donne aux médecins un pouvoir
n'ont pas à avoir. Et donc, on en est aussi là parce que on critique beaucoup les médias qui donnent la parole à tous les médecins, etc. Mais c'est surtout le politique qui a joué ce rôle et qui a créé la confusion et donné trop de pouvoir aux médecins. Et aujourd'hui, ça fait partie également des problèmes auxquels on est confronté. Oui, mais je crois Christian justement... Attends, oui, Alexis et Christian. Sur la démission du politique, je crois que c'est un réflexe de protection aussi, et c'est peut-être ce qui était attendu. C'est-à-dire que la parole du politique est tellement déconsidérée qu'à un moment, on s'est dit, si on veut que les Français respectent le confinement, si on veut leur expliquer correctement ce que c'est que ce virus, faisons parler les médecins, parce qu'eux sont encore écoutés. Donc je pense que là, c'était un bon réflexe médical, précisément. Bien sûr. Oui. Oui, mais cette caution-là, elle était nécessaire, je pense, pour faire comprendre aussi des choix politiques. Tout à fait. Et puis pour faire obéir les Français, je ne suis pas sûre qu'ils auraient obéi. Là, c'est des médecins qui leur ont dit qu'il fallait se confiner. Oui, non, ils auraient obéi. Mais si on leur avait c'était juste un ordre politique, je ne suis pas du tout sûre qu'ils auraient obéi comme ça. Non. C'est quoi vos sources, Sophie? On me demande. C'est quoi vos sources sur cette histoire de vaccin? Des économistes, et je peux même vous dire que, entre autres, il y a Jean-Marc Sylvestre, qui est un économiste, qui a travaillé sur les questions... Sophie, c'est pas sérieux. Non, mais attendez, je suis désolée, ne prenez pas ça de façon caricaturale. Il me dit, je doute, parce que la complication de la recherche sur les vaccins... C'est surtout ça. C'est ça qui fait que vous négligez les soins, tout le monde s'axe sur les vaccins. Il y a une question d'équilibre, alors si vous préférez, mais d'économie aussi. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne trouvera pas de vaccin, on le cherche aussi, mais il est beaucoup plus utile, facile presque, et rentable. Non, mais je crois que c'est beaucoup plus rapide de trouver un médicament que de trouver un vaccin. C'est surtout ça. Donc l'urgence actuellement, et le problème c'est qu'aujourd'hui on est un peu dans la précipitation. Voilà. Et donc, et les enjeux financiers sont énormes autour des médicaments. Ils sont là aussi, évidemment. Avant de faire des conclusions... C'est ça, et c'est aussi, ça a été le choix de l'urgence du professeur Raoult. Pourquoi il fait la pub de la chloroquine? Pas parce qu'il a un intérêt particulier, c'est parce que c'est un médicament qui existe depuis 60 ans, avec un retour. Oui, mais c'est n'importe quoi. Dans ce cas-là, vous pouvez, cet argument de dire il existe depuis 60 ans, vous pouvez aussi prendre à ce moment-là du déroxate, prendre tous les antidépresseurs qui existent depuis 100 ans. Parce que c'est un médicament qui a marché sur des... Non, mais attendez, c'est pas con. Mais tous les médicaments ne marchent pas sur toutes les maladies. Je vais trouver un médicament qui sert à rien. Non, ça sert sans doute à quelque chose. Là, le problème qu'on a, c'est qu'ils sont incapables. Et quand je dis c'est tous les labos, de faire une étude qui met tout le monde d'accord. On a l'impression que c'est chaque labo paye son étude pour dire « Ah bah lui, il a tort ». Est-ce qu'il ne pourrait pas à un moment faire une vraie étude ? Alors avec Mondial, c'était à lui, mais c'était à lui de la faire. Enfin, c'est quand même lui qui a commencé à la base par balancer ce truc sans avoir une étude sérieuse. Après, chloroquine ou pas, j'en sais rien. De faire une coopération internationale dans l'intérêt des populations. À un moment, ça suffit. C'est quoi ces études à moitié bidon, à moitié caviardées, où même les gens qui font les études disent ah ouais, on a fait ça, mais alors. Les résultats, on n'est vraiment pas sûr. Alors pourquoi on n'est pas capable, là, maintenant, avec le retour, de faire une étude qui mette tout le monde d'accord? Alors il y a les études, Alexis, mais il y a effectivement, quand on soigne, il y a aussi une certaine prise de risque. Moi, je pense qu'on a eu un tort terrible au début, c'est d'empêcher les médecins généralistes de faire quoi que ce soit, parce qu'ils avaient le droit de ça, c'est un scandale. Ça, c'est un scandale. Oui, sûrement. Il y a un serment d'Hippocrate, je trouve que c'est honteux de leur Oui, et qui est aussi non nocere, ne pas nuire. Donc, comme vous ne connaissez pas les implications d'un médicament, si on avait donné de la chloroquine à tour de bras sans faire attention, il y aurait peut-être eu encore plus de morts. On n'en sait rien. Je suis ni pour ni contre la chloroquine, mais je pense qu'il y avait un principe de prudence dans la médecine. Il y a non nocere, ne pas nuire. Qu'est-ce que vous savez quand vous administrez un médicament que vous ne nuisez pas? Je veux dire, c'est sur la déclaration d'un médecin, d'un professeur? Valérie, c'est vrai, mais c'est des médecins. C'est leur métier. Ils connaissent également ce médicament. Mais à ce moment-là, quand on interroge un gynécologue pour savoir si la chloroquine est efficace, moi, je suis désolée, j'ai pas plus confiance. Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Oui, on se retrouve pour cette heure de commentaires. J'aime bien parce que Christian de Villeneuve en avait marre des polémiques autour de la santé. Et là, vous avez bien fait. On a été servis. Camélia Jordana, je vous propose d'écouter la chanteuse et actrice qui était sur le plateau de Laurent Ruquier ce week-end. Je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C'est un fait. Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic. Et j'en fais partie. Aujourd'hui, j'ai les cheveux défrisés. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France. Vraiment. Voilà. Et ce matin, Camélia Jordana,
Camélia Jordana a demandé un débat, a dit qu'elle était prête à débattre avec le ministre de l'Intérieur. Donc, non, mais c'est le président de la République qui va l'appeler. Christian. Oui, après Jean-Marie Bigard. Après Jean-Marie Bigard. Oui. Non, mais le terme massacré m'a scandalisé. Oui, moi le terme massacré, c'est scandaleux. Les flics, ils en prennent plein la gueule depuis 1 an. Ils n'arrêtent pas entre les contrôles, les gilets jaunes, etc. C'est insupportable. Et quand elle ose dire qu'elle ne se sent pas en sécurité face à un flic, c'est honteux qu'elle se défrise si elle est trop frisée. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Vous pouvez pas dire ça. Je dis, ça défrise ce qu'elle dit. Je fais des jeux de mots sur sa frisée. Parce qu'on est frisé. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. C'est pas ça. C'est vraiment n'importe quoi. Il n'y a pas lieu de donner autant d'importance à la parole d'une artiste sur un plateau d'une émission de divertissement qui dit juste son avis. Alors elle le dit à sa façon. Oui, les mots peuvent choquer. Ce qui est choquant, en réalité, c'est les actes de violence policière qu'on a pu voir. Et ce qui est choquant aussi, c'est de Mais elle ne parlait pas des manifestants. Elle parle Alexis, elle parle des gens qui vont travailler le matin et qui sont massacrés tous les matins. Et elle oublie les flics qui se font massacrer tous les matins en allant au travail. Encore un ce matin d'une brigade d'intervention qui a été blessée, ceux qui ont été attaqués au cocktail Molotov, ceux qui ont été victimes de terrorisme, récemment les 2 motards qui se sont fait fausser dedans par une voiture. Eux, quand ils vont au travail, ils prennent des risques. Et ça, elle oublie de le dire. Donc moi, j'en ai marre de systématiquement essentialiser et dire, voilà, la police c'est mal, la police fait mal son boulot. Il y a eu des dérives, elles ont été soulignées par les associations de droits de l'homme. L'IGPN fait des enquêtes, ce serait bien qu'ils arrivent à des conclusions. Mais maintenant, je crois qu'il faut clore le débat, il faut arriver à recoudre le lien entre les populations et la police. On ne peut pas continuer à faire de la police un ennemi de l'intérieur. Les termes sont totalement excessifs. C'est vrai qu'il y a eu récemment un fait divers au cours duquel 2 policiers ont traité de bico un cambrioleur, et bon, donc il y a une action en justice. Bon, et puis c'est vrai que je trouve que les propos de la chanteuse en question sont totalement dérisoires parce que excessifs, tout simplement. Oui, absolument. Alors, SOS Racisme, dans un communiqué, soutient la chanteuse. Nous regrettons que le ministre de l'Intérieur, en s'agrippant à l'emploi du terme massacré, ait cru utile de condamner les propos de Camélia Jordana. Il a répondu, Christophe Castaner, non madame, les hommes et les femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue ne se font pas massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. Ces propos mensongers et honteux alimentent la haine et la violence. Ils appellent une condamnation sans réserve et le syndicat Alliance a porté plainte. Michel Taube. Non, et puis elle oublie évidemment que dans la police, il y a énormément de policiers de couleur qui sont frisés, comme elle le dit. En fait, elle exprime tout simplement ce que malheureusement des millions de Français, et je dis des millions parce que je pense qu'ils sont au moins 1 ou 2 millions de Français qui pensent ce qu'elle a exprimé, qui le pensent. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment qui s'est installé dans la société française et qui s'est installé notamment dans ces zones de non-droit, ces territoires perdus de la République, où effectivement, la réalité, c'est que c'est les policiers qui ont peur de se faire massacrer lorsqu'ils vont faire respecter l'ordre, lorsqu'ils vont protéger des pompiers qui se font caillasser ou incendier eux-mêmes, etc., etc. Donc, malheureusement, elle met de l'huile sur le feu et ce qu'elle dit est totalement inexact. C'est totalement inexact que tous les matins, les millions de Français, nos premiers de cordée qui ont réussi à faire tenir le pays pendant cette crise très dure, se font matraquer, caillasser, tout ce que vous voulez par la police. Non, il y a peut-être un climat, mais la réalité, c'est que c'est les policiers qui sont aujourd'hui malheureusement plutôt sur la défensive, alors qu'en fait, c'est le contraire qui devrait se passer. On a Éric de Béziers, on a un auditeur en ligne avec nous. Bonjour Éric. Bonjour Sud Radio. Bonjour, on vous écoute. Oui, alors j'aimerais agir et dire que moi je soutiens les propos de Camélia Jordana. Ouais. Et les propos de Madame de Menton en début justement en disant à la calèche défrisée. Oh, c'était un jeu de mots. Non mais attendez, la population d'abord des policiers, elle est exactement représentative de la population française. Ensuite, vous laissez parler Éric, laissez-le parler, puis vous lui répondrez après. Voilà, du racisme partout. S'il vous plaît, parce que moi j'ai l'impression que c'est l'émission de Madame de Sophie de Menton, quoi. On entend qu'elle, enfin bref. Voilà, je vous remercie. Oui, moi aussi, pourtant j'habite Béziers, une petite ville, et je peux vous dire que moi aussi, avec tout ce qu'on voit actuellement, tout ce qui a pu se passer ces derniers temps, ben oui, effectivement, j'ai peur de la police, pas toute la police,
Mais quand je vois les vidéos de ce livreur sur les Champs-Élysées, leur façon d'interpeller les gens, qu'on sait que ça peut amener la mort, ça l'a prouvé à plusieurs fois, eh bien, tout cela m'inquiète. Et moi, ce qui me choque énormément aussi, c'est que Mme Camélia Jordana a dit ça à l'antenne. Mais pourquoi faire autant de polémiques? Doit-on toujours rester dans le politiquement correct? Dans les années 80, on pouvait s'apercevoir que certains humoristes ou même chanteurs pouvaient se permettre de critiquer le gouvernement, la police, sans que personne ne rentre en action. Quand Coluche traitait les... Enfin, c'est dans des sketchs, mais les traitait quand même, c'était du Coluche. Que tous les policiers étaient des alcooliques, Alliance ne montait pas au créneau. Moi, j'ai l'impression que maintenant, le ministère de l'Intérieur n'est plus dirigé par nos ministres, par M. Castaner, mais par les syndicats police, dont Alliance, qui à chaque fois qui réagit et ne laisse pas le choix au ministre. Je ne suis pas fan de Christophe Castaner, c'est sûr, mais je m'aperçois qu'à chaque fois, Alliance, excusez-moi du terme, mais lui met le couteau sous la gorge. Voilà, à chaque fois, c'est pareil. Ils sont dans leur rôle et il est le patron des policiers, donc il ne peut pas faire non plus autrement que de réagir à de tels propos. Merci Eric. Oui, qui voulait réagir moi, Eric a raison, c'est symptomatique de la réduction de la liberté d'expression dans ce pays. C'est-à-dire que oui, quand Balavoine interpelle Mitterrand sur un plateau télé, personne lui dit après c'est scandaleux, c'est honteux, etc. Il y a une liberté de parole qu'on doit défendre. Alors après, on peut être choqué par les propos de Camélia Jordana, peu importe, elle a le droit de le dire, et tant mieux. Et ça sert à rien de vouloir tout judiciariser. On est en train de rentrer dans ce travers américain de vouloir toujours mettre les avocats avant le bon sens, avant de se parler. Ça suffit. La liberté d'expression, ça compte. Or, le climat aujourd'hui, il est gravement du côté de la coercition, de cette loi Avia qui va encore empêcher la prise de parole sur les réseaux sociaux sous prétexte de discours de haine. Il faut qu'on défende quand même, qu'il faut qu'on chérisse notre liberté. Aujourd'hui, elle est gravement attaquée parce que c'est l'état d'urgence. Alors, on fout des amendes à tout le monde, même des avocats qui attendent leurs clients devant le tribunal. Enfin, on est dans un truc absurde, dangereux pour nos libertés. Il va falloir le défendre. Alors, tant mieux si elle dit ce qu'elle pense sur un plateau. Ça suffit de condamner. Mais est-ce qu'on lui accorde trop d'importance, Christian de Villeneuve, qui avait été patron de différents journaux? Christian, Christian de Villeneuve. Non, mais c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que je trouve que les propos sont totalement excessifs et donc dérisoires. Voilà, effectivement, je pense que... Mais aujourd'hui, le problème, c'est peut-être un peu le mal français, c'est que tout est prétexte à polémique. Oui. Absolument. Non, mais c'est vrai. C'est tout. Je ne sais pas si vous avez vu le préfet de Martinique qui a été obligé de retirer sa campagne parce qu'il a fait une campagne pour montrer la distanciation. Donc, il y a eu les mêmes, par exemple en Australie, où pour montrer que c'était la distance, on fallait mettre un kangourou entre deux personnes. Lui, il a mis des ananas et ça a été considéré comme raciste. Donc, il a été obligé de retirer sa campagne. On a Martial en ligne avec nous. Bonjour Martial. Bonjour. On vous écoute. Écoutez, moi je trouve quand même que cette histoire de toujours stigmatiser une partie de la population, là, je prends le cas de Camélia Jordana, qui fait le distinguo entre des violences qui seraient plus fortes sur une partie de la population que sur une autre, etc. En fait, tous ces éléments-là n'ont qu'une seule conséquence, en fait, c'est que ça fait éclater la communauté nationale. C'est-à-dire, on met en face alors des policiers qui taperaient moins fort sur une population d'origine européenne, plus fort sur une population d'une autre origine, et donc finalement, on met face à face en permanence, alors que ce soit avec Emmanuel Macron qui oppose les Français, maintenant cette affaire-là, on met face à face chaque fois, chaque occasion, les Français les uns face aux autres, et je me dis que dans des circonstances même normales, c'est très compliqué pour une nation comme la nôtre de s'inscrire dans la lutte internationale, mais en plus dans des crises comme celle-ci, je ne vois pas quel est l'intérêt de faire une telle sortie, si ce n'est peut-être pour une artiste qui est un peu à la peine que l'on parle d'elle, parce que finalement on parle plus de Camélia Jordana pour sa déclaration fracassante que pour sa dernière chanson ou son dernier film. Voilà. Je sais pas si c'est. Oui, Martial. Je suis pas sûr que que ce soit très positif. Effectivement, à tous ces artistes. Regardez Juliette Binoche, regardez certains d'entre eux qui ont signé des tribunes, qui se sont fait plus allumés qu'autre chose. Hein. Donc, je suis pas sûr que ce soit. Juste deux petites remarques. Ce qui est vraiment dangereux. Eric.
Martial, pardon. Oui. Ce qui est vraiment dangereux de ce que dit Camélia Jordana, c'est qu'elle nourrit une fois de plus la posture victimaire de nos compatriotes de couleur, alors que franchement, ça n'est pas légitime et ça fait prendre pour la règle des situations de bavure qu'il y a malheureusement trop souvent. Il y en a, personne ne le conteste, mais ces bavures ne sont pas la règle. Et donc, elle distille, comme d'autres l'ont fait dans le passé, ce sentiment que c'est la règle, que c'est comme ça, et qu'ils sont dans une position de victime, ce qui est extrêmement dangereux. Est-ce que vous pensez que le ministre va accepter de débattre avec elle? J'espère que non. Le ministre de l'Intérieur, comme elle le demande. On a eu Marlène Schiappa et Cyril Hanouna, on a eu Emmanuel Macron qui a appelé Jean-Marie Bigard, Brigitte qui a appelé Nabila. On va peut-être arrêter la pie politique. À un moment, on va se concentrer sur la politique. Camélia n'a qu'à adhérer aux Insoumis et se faire la porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Et là, elle pourra demander un débat politique avec Christophe Castaner ou qui elle veut. Quoi. Ouais. Christian Villeneuve sur ce... Non, je pense que c'est pas possible. J'espère que non. On descend suffisamment bas, ça suffit. Allez, quelques mots sur Gérald Darmanin. Donc Gérald Darmanin qui a été élu maire de Tourcoing et qui va cumuler, alors je mets des guillemets, pendant un temps cette fonction avec son portefeuille ministériel. Il a affirmé que le président de la République et le Premier ministre étaient d'accord et il assume son ambition en multipliant d'ailleurs les apparitions médiatiques et il affirme qu'il veut peser à l'avenir. Donc une première question déjà sur ce cumul des mandats. On interdit au maire d'être député. Là, on autorise un ministre d'être maire. Christian de Villeneuve, vous vouliez évoquer cette question? Oui, alors moi personnellement, je pense que c'est une bonne chose qu'un ministre garde le contact avec le terrain. Et personnellement, je n'ai jamais soutenu cette loi anti-cumul. Mais non, la démarche de Darmanin est quand même assez spectaculaire. Il peut imposer un sacré rapport de force au président de la République, dans la mesure où le président de la République, lui précisément, s'était prononcé contre le cumul des mandats. Puis je me disais aussi que Darmanin pouvait peut-être donner des idées à Édouard Philippe, qui est susceptible d'être élu quand même au Havre. Ouais. Oui, alors qu'est-ce qu'on fera effectivement si le Premier ministre est élu au Havre? Moi, je suis assez d'accord. Je pense que l'expérience du terrain, déjà, ils sont suffisamment déconnectés quand ils sont en poste. Au moins, le terrain, ça ramène un petit peu de bon sens et de connaissance de ce que pensent les gens. Darmanin, il a réussi, pour les chefs d'entreprise, on était un peu sceptiques, il a remarquablement réussi le prélèvement à la source. C'était quand même un truc qui a marché vraiment, alors que tout le monde était contre. Il est plein de bon sens, il est d'un milieu très modeste et il l'assume très bien, je trouve. Donc il a une sensibilité de gauche, bien que recruté par quelqu'un de droite. Mais ce qui est embêtant, c'est de faire... c'est un peu dur en même temps, hein, c'est pas une sensibilité de gauche. Oui, c'est un peu dur. Mais dire je veux peser... Je trouve ça très maladroit, c'était le titre du JDD, je veux peser, c'est égotiste, ça n'a pas de sens. Je veux dire qu'il fasse des propositions en les défendant, oui, mais dire je veux peser sur le discours, je ne comprends pas. Alors ça alimente le fait qu'on est en train de dire que le président de la République aurait envie de changer de Premier ministre. Tout ça, à mon avis, est très négatif. Non, mais moi je pense que Gérald Darmanin, c'est d'abord une réussite française qu'il faut souligner. Sa maman faisait le ménage au Trésor public et son fils est le ministre des Finances. Et elle a continué en plus. C'est le meilleur démenti à tous ceux qui se disent dans une position de victime de l'oppression sociale, victime de la société. Donc c'est vraiment une très très belle réussite française. Et effectivement, Gérald Darmanin, il est ambitieux. Il a quand même été le porte-parole de Nicolas Sarkozy à plusieurs reprises. Il reste très proche. Il a un parcours politique que n'a peut-être pas Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'en cas d'échec, parce que c'est ce que moi j'écris dans plusieurs de mes éditos, en cas d'échec d'Emmanuel Macron, voire même de retrait d'Emmanuel Macron, je pense que Gérald Darmanin pourrait être des rares parmi ceux qui, dans la Macronie, pourraient assurer le relais et la continuation de son héritage, parce qu'effectivement, il pourrait tenter de cultiver ce en même temps qu'Emmanuel Macron n'a pas su tenir pendant ces 3 ans.
Bon, allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans un petit instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. Je voulais qu'on parle des municipales dans le droit fil de ce qu'on disait sur Gérald Darmanin, les municipales qui ont été fixées au 28 juin avec évidemment des mesures pour que le scrutin se passe dans les meilleures conditions possibles. Le risque, évidemment, c'est une abstention énorme. Est-ce que c'était une bonne décision? Qui veut commencer? Oui, moi je dirais que dans tous les cas, ces élections municipales sont des élections tronquées, dans la mesure où entre le premier tour et le deuxième tour se déroulent dans des contextes qui n'ont plus rien à voir. Moi, je suis assez dubitatif sur ce second tour, le 28 juin. Alors d'abord, c'est quand même la veille des vacances et la préoccupation des Français sera probablement ailleurs. D'autre part, on a dit aux gens, les plus âgés, restez chez vous, le virus circule toujours. Donc on peut craindre effectivement une abstention considérable qui va encore plus déconsidérer ce second tour. Voilà ce que je crains. Alors je crois qu'il y a des propositions qui sont faites et qui sont intéressantes. C'est effectivement, pourquoi pas tenter le vote électronique, relancer le vote par correspondance, multiplier la possibilité de multiplier les votes par procuration, ou encore de multiplier les bureaux de vote. Tout ça traduit l'inquiétude des responsables politiques par rapport à un second tour qui sera boycotté par une très grande majorité des Français. Moi, je ne suis pas tellement d'accord. Je veux dire, d'abord, il y a pratiquement moins de risques d'aller voter. C'est très bien fait, ça a été très bien fait, à part pour les assesseurs, où il faudra peut-être en changer toutes les 2 heures. Mais c'est remarquablement fait. Il y a moins de risques d'aller au supermarché ou dans le métro. Il faut arrêter. Je veux dire, vous mettez un bulletin dans l'urne. Donc, le risque, attends, je finis juste. Le risque, à mon avis, est quasi nul. Deuxièmement, si on repoussait, il fallait tout refaire. Ceux qui ont été élus, parce que la loi dit qu'il fallait refaire. Ils ont été élus, non, il y a un délai. Et donc, si on passait ce délai, il fallait tout recommencer. Ensuite de ça, et j'ai fini, pardonnez-moi, mais franchement, la campagne électorale, elle a eu lieu. Hein. On sait ce qui s'est passé. On a tout entendu. Les gens ont eu l'occasion de voir comment se comportait leur maire. Je pense qu'il n'y avait pas de. Oui, donc il y a une prime au sortant. Il y a une prime au sortant. Non, ça dépend des sortants. Il y a des sortants qui ont été très mauvais. Non. Il y a des sortants qui n'ont pas été bons. Ouais. Michel Taube. D'abord, Sophie, ce que vous avez dit sur le premier tour est inexact. Au moment du dépouillement du premier tour, je parle du dépouillement, il y a eu une promiscuité dans les conditions du dépouillement partout en France qui n'a pas été anticipée, qui n'a pas été préparée par les pouvoirs publics, et ça a causé des dommages considérable dans de nombreux. Moi, je n'ai pas entendu ça. Alors, vous savez qu'il y a une étude qui dit le contraire. Hein. Il y a une étude qui dit le contraire. Ils ont fait une étude qui prouve qu'il n'y a pas eu, même chez les assesseurs. Moi, j'ai découvert les élections municipales et les dépouillements, j'en ai fait 3. Et je peux vous dire que et c'est d'ailleurs le principe du dépouillement, c'est que chaque représentant d'une liste est là pour surveiller si le bulletin qui est comptabilisé est sincère et complet, etc. Donc non, il n'y a pas eu, il y a eu de la promiscuité et les gens se sont marchés dessus. Là, ce ne sera pas le cas. Mais vous voyez. Ouais. Mais là, on a appris l'enseignement. Il y a eu a priori, il y a des enseignements qui ont été tirés. Il y aura des masques, enfin, du gel, et peut-être qu'effectivement, les assesseurs seront plus remplacés. Regardez ce premier tour des élections. On parlait de Gérald Darmanin. Il est élu avec un nombre rikiki de voix par rapport au nombre d'électeurs de sa ville de Tourcoing. Donc déjà, ce premier tour, de toute façon, il était élu avec 25% de participation. Ouais, voilà. Donc, quelle est la légitimité d'un tel scrutin? Vous craignez que ce second tour soit le même? Mais bien sûr, avec toute une classe d'âge qui va ne pas y aller, avec le risque aussi des procurations, faciliter les procurations, quelles sont les garanties que derrière il n'y ait pas d'abus?
comme on a fait par le passé voter des électeurs morts. Enfin, vraiment, je trouve que non. Et puis la campagne, ne pas faire campagne. Comment on organise une élection sans faire campagne? Donc, franchement, les campagnes, vous faites des promesses qui sont pas tenues. Non, c'est rencontrer les gens, c'est tenir des meetings, c'est aller au contact. Justement, vous parliez du réel. Là, c'est le moment où les élus vont aller voir un peu les gens. Tout ça est par la fenêtre. Je vois pas comment, dans ces conditions, on peut trouver légitimes ces élections. Donc vous les auriez reportées à septembre? Elles ne sont pas sincères, et elles ne peuvent pas être sincères. Non. Et c'est vrai que les maires que nous allons avoir pendant 6 ans n'ont pas été élus n'auront pas été élus dans les conditions régulières. Chacun d'entre vous sait pour qui il va voter. Chacun d'entre vous le sait déjà. Je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, mais là, c'est sur la campagne, mais sur l'abstention. L'abstention, c'est une réelle question, Sophie. Oui, mais elle existe de tout temps. Non, mais là, c'est pas sur l'élection municipale, moins sur l'élection municipale. Pardon, Christian de Villeneuve? Oui, je veux dire, faut lutter contre l'abstention et pas la facilité. Et là, il y a toutes les conditions pour que l'abstention soit au maximum. Voilà, c'est simplement. Oui. Et vous pensez que ce serait beaucoup mieux dans 6 mois ou dans 3 mois? Franchement, je partage pas cet avis. Je pense que les gens sont raisonnables, ils sont matures, ils n'ont pas besoin, ils vont pas forcément changer d'avis parce qu'ils auront eu un tract au marché. Je crois que les Français ont une maturité qui fait qu'ils sont capables de faire le 2e tour de cette élection. Ils savent déjà, on leur a mes consciences, pour qui ils vont voter. Alors, je n'attache peut-être pas la même importance que vous au fait de faire campagne, entre guillemets. Et encore, faire campagne, c'est une chose, mais le vote en est une autre. Oui, les circonstances, effectivement, les circonstances ont changé. C'est intéressant de voir quand même, c'est intéressant par rapport à ces nouvelles circonstances de connaître les nouveaux programmes parce qu'effectivement, il va y avoir des nouveaux programmes. Mais vous avez quand même aussi, on est à une époque où on est en train de changer de monde, soi-disant. Vous avez quand même tout ce qui est informatique, toutes les newsletters, tout ce qui peut exister. On sait très bien que la presse écrite, par exemple, souffre terriblement, est en train de disparaître par rapport, c'est pas Michel Taube qui dira le contraire, par rapport à toute la presse informatique. Donc je pense que non, on a changé de moment, il faut être imaginatif et changer de moyen de faire campagne. Bon, écoutez, on verra effectivement. Parce que ça, il va falloir. Rendez-vous le 28 juin au soir. Rendez-vous le 28 juin au soir, effectivement, pour voir ce qui s'est passé. Michel Taube, j'avais zappé une partie de votre coup de cœur et annoncé le live de ce soir sur le site Opinion Internationale pour conclure. Donc effectivement, le monde d'après, ça permet de se retrouver plus aisément sur Zoom et autres supports numériques. Et donc en fait, Opinion Internationale organise tous les lundis à 18h30, 19h. Un live avec des invités, et ce soir nous aurons notamment Laurence Taillade qui est régulièrement sur Sud Radio, d'autres invités avec un focus Sois belle et ouvre-la et un focus sur les Outre-mer parce que la situation dans les Outre-mer est vraiment catastrophique. Il y a eu peu de victimes du coronavirus, mais l'impact sur l'économie de nos compatriotes des Outre-mer est absolument catastrophique. Donc on n'a pas eu le temps de parler de la situation effectivement en France économique, ça faisait partie de nos sujets, mais on aura l'occasion évidemment d'y revenir. Merci à vous, merci à tous les 4. Dans un instant, vous retrouverez André Berkoff.